Très heureux de vous avoir tous les trois. Incontournables sur ces questions de quête de sens. Trois personnalités si inspirantes, donc on est super heureux de vous avoir, vraiment. C'est quand même beaucoup mieux que Michel Sardou, Hervé Villard et Charles Aznavour. Cherchez l'erreur. Quête de sens pour un regain de croissance, on va en parler avec chacun d'entre vous. J'ai d'abord envie que vous vous présentiez pour que les gens sachent finalement qui vous êtes. Malène Ridal, heureux comme un Danois, les 5 pièges du bonheur, mais pas que. Qui êtes-vous, Malène? Et qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous nous parlez de quête de sens, de bonheur aussi? Racontez-nous. Pas où commencer, parce qu'on n'a pas toute la soirée quand même. Mais non, je vous confirme. Je pense que ce qui est intéressant à partager ici, c'est que j'ai plutôt une première vie, un parcours corporate dans l'entreprise de 18 ans. Et que il y a 3 ans, j'ai écrit et publié mon premier livre, donc Heureux comme un Danois, où j'ai eu la chance qu'il a traversé un peu le monde. Et j'ai décidé de quitter mes fonctions dans l'entreprise pour devenir donc écrivain et conférencière et coach exécutif dans les entreprises à plein temps. Donc, toute l'origine de la réflexion, c'est effectivement parti sur le modèle danois. Donc, je suis danoise, comme vous avez pu peut-être l'entendre sur mon accent. Et ce modèle qui fait que les Danois sortent très régulièrement en tête des sondages comme étant les gens les plus heureux au monde. En réalité, on parle évidemment de bien-être et des satisfactions de vie. Et donc, c'est ce modèle-là que je partage. Je pense que c'est d'où l'invitation aujourd'hui, oui. Et comme on est super jaloux des Danois, on vous invite pour vous piquer les idées, évidemment, et pour devenir des plus que Danois, un de ces jours, certainement. Mais on a besoin de s'inspirer à vos côtés. Alexandre Jost est fondateur de la fabrique Spinoza. Il est cofondateur de l'Université du Bonheur au Travail. Ça existe. Ça veut dire quoi, la fabrique Spinoza, Alexandre? Et cette Université du Bonheur au Travail, racontez-nous. Eh bien, la fabrique Spinoza, c'est pour nous le mouvement du bonheur citoyen. Nous avons une branche études qui produit des savoirs sur le bonheur citoyen pour aider à la prise de décision des politiques, des décideurs économiques. Une branche accompagnement aux organisations pour favoriser le bonheur au travail. Et enfin, une grande communauté de 1500 bénévoles actifs dans 35 territoires jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour que chacun soit acteur du bonheur citoyen. Et pourquoi une université du bonheur au travail? Eh bien, pour nous, tout simplement, aujourd'hui, l'état de la connaissance est tel, de la science du bonheur est telle qu'il faut l'apporter aux organisations. Et on a choisi d'avoir une idée très simple. Le bonheur au travail, ça s'apprend. Et on organise donc chaque année, pendant 3 jours, cette année fin novembre, une université où on donne des outils à des collaborateurs pour que, revenus dans leur organisation, ils soient en pleine capacité pour faire bouger les lignes et favoriser leur épanouissement et celui de l'organisation de manière plus générale. Parce que le bonheur est contagieux. Bien sûr, Nicolas Beretti, vous êtes fondateur de BrainSWAT. Vous êtes auteur et speaker. C'est quoi BrainSWAT? C'est un cabinet d'innovation qui accompagne des entreprises pour les aider à devenir des boîtes dans lesquelles on a envie de bosser, globalement. D'accord. Voilà, question d'envie, quoi. Alors, j'ai regardé un TEDx. Vous nous parlez de l'illusion de la passion, le piège du prestige. Vous parlez de votre expérience personnelle dans la quête de sens. Comment est-ce que tout cela vous a guidé, finalement, dans la construction de votre entreprise et de votre job actuel? Racontez-nous. Je vais faire très court, mais j'ai créé une boîte un peu par accident parce que jamais personne n'a voulu m'embaucher. C'est vrai? Ouais. Et la première boîte qui a accepté finalement, j'ai tenu 1 heure. D'accord. Et après, je suis parti. Ah oui, donc vous êtes ingérable, insupportable, c'est ça Ouais, je pense. Ah oui, non, mais il y a aussi le fait que ça avait, m'asseoir derrière un bureau pour travailler sur des choses que j'ai pas inventées, pour travailler pour des clients que je ne connais pas, sur des missions dont je connais pas l'impact. Ouais. Ça n'avait pas de sens. C'est vrai. Du coup, la question du sens m'est tombée dessus un peu par hasard. D'accord. Mais elle est super intéressante. Eh ben, je vous la pose à tous les trois. C'est quoi le sens au travail, puisqu'on parle là notamment de travail, et c'est quoi la quête de sens selon vous? Quand on vous pose la question, il y a du sens forcément derrière tout cela, et lequel? Racontez-nous. Malène, peut-être. Si je tire ça du modèle danois, c'est l'idée du collectif, c'est de savoir à quoi on participe, à quoi on contribue. Donc au-delà de l'objectif de l'entreprise, moi j'appelle plutôt ça le sens supérieur. Quelle est la contribution que l'entreprise fait au-delà du produit, du service, qui fait du bien dans le monde, qui fait que cette entreprise aide à faire un meilleur monde. Donc aujourd'hui, il n'y a pas toutes les entreprises qui ont ce sens-là, justement. Donc c'est bien un problème parce que sans savoir pourquoi réellement on se lève le matin, mis à part le fait que si on vous pose la question, peut-être vous allez me répondre pour payer mon loyer.
Évidemment, on ne peut pas attendre aux gens d'avoir un vrai engagement. Et là, je parle de l'engagement avec le cœur. Vous connaissez sûrement le chiffre des 87% des gens dans le monde qui se disent désengagés dans ce qu'ils font. Donc, ce désengagement c'est effrayant, est effrayant, évidemment. Et ce n'est pas un désengagement qui veut dire que les gens ne font pas leur travail, évidemment. Ça veut dire qu'on est dans simplement un échange salaire-cerveau ou salaire-main. Et donc, ce sens, c'est justement ce qui fait que les gens ils peuvent se dire « mais je sais pourquoi je me lève le matin ». Alors, symboliquement, au Danemark, c'est que le Danemark, c'est le pays le plus imposé au monde, avec 60% d'impôts après 52 000 euros de revenus, donc 25% de TVA. Ça va rassurer tous les Français dans la salle, bien sûr. Pourtant, oui, j'imagine. Et pourtant, 7 Danois sur 10 disent aimer payer les impôts et même 12% disent vouloir payer plus. Alors pourquoi les Danois aiment payer les impôts? Parce qu'ils se sentent qu'en faisant partie d'un projet commun faisant sens. Oui. Et donc, ils ont envie de participer donc, à travers symboliquement le fait de payer tout simplement les impôts et donc évidemment transportable dans l'entreprise également, savoir à quoi on contribue et être fier de cela. D'ailleurs, oui, Alexandre, peut-être pour réagir. Le sens, c'est un sujet qui me parle. Dans notre baromètre national du bonheur au travail, en interrogeant 1000 actifs en France, seulement 44% d'entre eux répondent en disant qu'ils trouvent du sens dans leur travail. Ah. Et ça me semble important de rappeler que c'est une composante essentielle du bonheur au travail. Oui. D'après l'OCDE, le bonheur au travail, c'est à la fois des émotions positives, bien sûr. C'est également de la réussite et enfin, c'est du sens ou des aspirations. Alors, j'ai voulu aller chercher un exemple simple. Peut-être que vous connaissez cette entreprise qui commence à être médiatisée, qui s'appelle Buurtzorg en Hollande, service de soins infirmiers à domicile. Et cette entreprise a établi une vision collective en faisant collaborer l'ensemble des infirmiers et infirmières, que leur métier n'est pas de délivrer des soins, et pourtant c'est un très beau métier, oui. Mais c'est de développer la richesse humaine et l'autonomie des patients. D'accord. Et parce que cette vision-là est forte, alors les infirmiers et infirmières qui arrivent à domicile n'ont plus 7 minutes pour une toilette, 3 pour une piqûre, 4 pour un bandage, mais ont le temps nécessaire pour créer une relation humaine. Et après 6 ans d'existence, eh bien, cette entreprise a conquis 2/3 de parts de marché en Hollande et fait économiser quelques milliards d'euros à la sécurité sociale hollandaise. Pour moi, la morale de l'histoire, c'est qu'il est possible dans tous les métiers, y compris dans des métiers du soin qui sont malgré tout difficiles, eh bien, de bâtir un sens pourvu qu'on associe les collaborateurs pour développer cette vision. Et on est d'accord, ce dont on parle là, c'est de la capacité pour chacun d'entre nous, donc pour chacune de nos entreprises, d'offrir du sens, d'offrir la capacité finalement à tous les collaborateurs de trouver du sens, du plaisir, du bonheur, si je distingue évidemment tout cela. Comment est-ce que l'entreprise doit faire finalement pour favoriser ça au quotidien? Parce que moi, je suis content avec vous, je vais bien lire la Bible du bonheur, la Bible du plaisir, la Bible du sens. Mais je suis emmerdé demain quand je me retrouve au bureau avec mes collaborateurs. Je ne sais pas par quel bout prendre cette question de bonheur, de plaisir. Et comme je ne sais pas acheter une bouteille dans laquelle je pourrais un peu asperger de bonheur, un peu de plaisir, il va falloir que je fasse des choses concrètes. Qu'est-ce que je dois faire concrètement, moi entreprise ou moi manager? Moi je dirais qu'il faut commencer déjà à se rappeler qu'on a un biais dans cette discussion aujourd'hui. On a la chance, l'immense chance de pouvoir se poser la question du sens. Évidemment. On ne représente pas, j'imagine, la population mondiale ici dans cette salle. Bien sûr. Où je pense que la personne la moins diplômée elle doit être pas plus que 5 ou 6. On a la chance d'être arrivé à un niveau de la pyramide de Maslow où on peut se dire « Ah tiens, si ma vie devait avoir un sens, laquelle ce serait ?» Évidemment. Donc déjà, juste vous rappeler que la question du sens, c'est une infime minorité de la population mondiale qui a la chance de se la poser. Oui. On en fait partie, tant mieux, c'est bien qu'on puisse le faire. Bien sûr. Ensuite, considérant l'entreprise, mon point de vue par rapport à ça, l'entreprise n'a pas à fournir du sens à un individu, elle a à avoir un sens elle-même. Si elle a un sens, l'individu va y adhérer ou ne pas y adhérer. Le fait de vouloir plaire à tout le monde est une grosse erreur à mon sens pour une boîte. La boîte, elle doit être clivante. Et la question du plaisir et du bonheur, je dirais que l'entreprise peut, si elle veut, s'amuser à trouver des moyens de délivrer un peu de plaisir. Le plaisir va provoquer de la dopamine. C'est une hormone hautement addictive. Le plaisir est à court terme, c'est le circuit de la récompense, c'est chouette. Mais on en veut toujours plus. Donc on va commencer par le Chief Happiness Officer. Oui. Ensuite, on va faire quoi? Des soirées bain à mousse. Ensuite, on va faire drogue à volonté. Et on va faire... ça s'arrêtera jamais en fait. Le bonheur ne s'arrête jamais. Le plaisir ne s'arrête jamais. Le bonheur, en revanche, je pense qu'il est plus intéressant à chercher. Lui, c'est de la sérotonine. Et pour moi, il découle
justement, contre-intuitivement, d'un sens, d'un purpose, d'une mission statement qui vous transcende, qui vous dépasse le collectif, et qui lui peut nécessiter beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance, comme pour le sport. On sait pourquoi on le fait. Et je crois que c'est Nietzsche qui disait quand un homme connaît son pourquoi, il peut supporter n'importe quel comment. C'est vrai. Et pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui passe par le sens, l'accomplissement d'un truc qui me transcende, qui est plus grand que moi. Le plaisir, c'est un petit truc rigolo à court terme. Juste pour terminer, Docteur Beretti, qu'est-ce que vous mettez sur l'ordonnance en clair, puisqu'on a bien compris le distinguo bonheur, plaisir, etc., sérotonine, dopamine, etc. Sur l'ordonnance, vous marquez quoi, docteur? Demain, moi, entrepreneur, je fais quoi? Alors, nous, on travaille depuis 2 ans avec les équipes de Simon Sinek aux États-Unis, qui a écrit Start with Why, que vous connaissez sans doute avec les 3 cercles d'or, etc. Il manque un 3e livre qu'il n'a pas encore écrit. En fait, on est en train de l'écrire en improvisant. Il a écrit Start with Why, puis ils ont écrit Find Your Why. Et là, il manque Implement Your Why. C'est qu'est-ce que je fais. Donc nous, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est hyper dur, mais c'est super intéressant. Et en fait, on repart toujours du Why original. Et un Why, c'est une phrase qui a 2 parties, contribution, impact. À cette condition, elle est actionnable, sinon c'est un slogan publicitaire, dont on ne peut rien faire. Et une fois qu'on a ce why, on a mis du temps à le trouver, on a mis du temps à le chercher, on va l'implémenter dans tous les niveaux de l'entreprise, avec des sous-why, et on va essayer d'aligner la boîte pour qu'elle puisse respecter cohérence et consistance. Et si elle arrive à faire ça, elle va inspirer des gens qui adhèrent à ce à quoi elle croit. Alors moi j'ai un petit exemple de ça, c'est justement dans notre université du bonheur au travail, on part du principe qu'on a besoin de passer par le corps pour découvrir cet apprentissage. Donc, inspiré de quelque chose qu'on a fait chez un client, on demande à 3 équipes, équipe numéro 1, d'aller chercher sur un plan, on leur dit « vous sentez une odeur de brûlé ». Équipe numéro 1, allez chercher sur un plan l'objet désigné. Donc, ils y vont. Là, ils tombent sur un extincteur. Équipe numéro 2, on leur dit « allez éteindre l'incendie ». Équipe numéro 3, on leur dit « préserver le bâti et l'intégrité des personnes ». Et on regarde le comportement des gens. On s'aperçoit que quand on donne le comment, c'est-à-dire aller sur un plan et trouver l'extincteur, les gens arrivent avec l'extincteur et là, ils sont face à un feu. Alors d'accord, c'est un feu imaginaire, on a juste dessiné un feu, mais ils restent avec l'extincteur et ils ne font rien. Parce qu'on a uniquement été dans le comment. Et inversement, les gens à qui on a expliqué le but final sont extrêmement inventifs. Ils vont s'embarquer les uns les autres, appliquer les consignes de sécurité et sortir du bâtiment rapidement. La différence d'efficacité, de motivation, de plaisir, si on ne peut pas être plaisir quand on essaie d'échapper à un incendie, est flagrante dans ces 3 scénarios. Et pour faire découvrir ça et faire en sorte que les managers deviennent des managers du why et non pas des managers du comment, on est obligé de passer par des exercices expérientiels corporels. Et je pense qu'on a besoin de ça pour éviter les diapositives de consultants. Et quand je dis ça, il n'y a pas de critique, mais avec les 3 P, les 4 S, les 6 C. Voilà, donc il faut passer par le corps. Juste sur les 4 P, Nicolas. Le vice-président de Google Creative Lab, qui a justement dit les 4 P à l'ancienne que vous connaissez tous, Price, Promotion, Product and Place. C'est un petit peu dépassé. Lui, il propose dans cet ordre, Purpose, People, Product et à la fin, Process. Et dans cette condition, les questions de process qui tuent le sens passent à la fin, remplissent les vides. Malène, pour répondre à ma question, qu'est-ce que je fais concrètement demain avec mes équipes, avec mon entreprise, avec mon entourage? Le sens, évidemment, c'est effectivement important de définir donc, quelle est cette contribution dans la société. Mais je pense que parallèlement, le sens ne peut pas exister tout seul. Il y a la construction de la confiance aussi dans l'entreprise qui est un élément qui est essentiel pour arriver à avoir, on va dire, une culture d'entreprise qui favorise et qui attire le talent de demain. Et puis aussi, la valorisation de tous les talents. Alors ça, à nouveau, si je repars sur l'inspiration du modèle danois, le but principal de l'éducation au Danemark, c'est de développer la personnalité de l'enfant avec une valorisation de tous les talents, donc que ce soit des talents créatifs ou intellectuels ou mécaniques ou sportifs. Et donc cette valorisation de l'humain fait que les gens se sentent à leur place, et bien à leur place, et valorisés à ce place. Et donc, cette valorisation fait que les gens osent être eux-mêmes, et donc là, on trouve aussi de l'innovation, et éventuellement aussi du sens à pouvoir s'exprimer, et ça, c'est à un autre niveau, hein, là, on parle moins du sens supérieur. Mais concrètement, je pense que
dans cette quête et dans cette définition du sens, la plus grosse erreur, ce sera de le déléguer à une boîte extérieure et qui invente un sens qui est beau à entendre, mais qui n'est pas incarné. Le plus important pour moi dans ce travail, c'est pas de définir un beau sens, c'est de l'incarner. C'est que la direction incarne ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on sent. Et cette entreprise transpire et montre ces valeurs qu'il parle d'évoquer. Donc avoir un slogan, évidemment, ça ne sert à rien. Donc c'est bien la capacité de l'incarner, de le faire vivre. Alexandre. Moi j'ai envie de réagir. Déjà, merci Maline de parler des enfants, parce que moi je suis jeune papa d'un enfant de 5 mois, donc ça me paraît important de reparler de l'importance du système éducatif. Ici, en fait, on est dans des enjeux systémiques. Oui. Et justement, j'ai une bonne nouvelle à apporter, en dehors de ma paternité. C'est le fait que tout récemment, a été votée au Parlement la loi Pacte. La loi Pacte, c'est une loi pour une plus grande compétitivité des entreprises. Et dans cette loi, il y a quand même un article qui redéfinit le concept même d'entreprise dans le Code civil, en ajoutant à l'article 1833, le fameux, que l'entreprise doit prendre en compte la préservation de l'environnement et l'intérêt des collaborateurs. On est peut-être, sans propos politique, en train de réinventer le capitalisme en tête de proue de l'ensemble des États de l'Union européenne. Et on a bon espoir, on a milité, Fabrice Spinoza, pour que cette loi incorpore ces éléments-là dans le texte, et bien que les conséquences en cascade sur le quotidien des salariés, des collaborateurs, soient de forte magnitude. Non, mais ça me fait réagir. Il y a une responsabilité collective aussi. On parle des individus, on parle de la structure, mais il y a une responsabilité collective finalement pour concilier les valeurs d'humanisme et de compétitivité. Les deux ne sont pas forcément en opposition. On vient de l'entendre par cet exemple-là. C'est une responsabilité collective finalement de booster l'humanisme. Regarde. Je citerai Hubert Reeves qui disait que l'homme est en guerre contre la nature. Si on gagne ce combat, on a perdu. Oui. Donc dès lors, oui, c'est une responsabilité collective. J'ai pas d'avis, je suis pas assez, je pense, bon sur la question de est-ce que la compétition à l'échelle mondiale est tenable avec un besoin toujours croissant en ressources. À mon avis, l'histoire récente nous prouve que non. Je pense qu'il va falloir de toute façon consommer moins de trucs, sinon à 7 milliards et demain à 10 milliards, ça ne tiendra pas la route. Donc, alors, si tu prends ma question à l'envers, est-ce que l'humanisme peut empêcher la compétitivité d'une entreprise ? Malène ? C'est tout le contraire. Le mot réconcilier, il est biaisé dans la question. Le bonheur au travail et le bonheur en général est d'abord une intention qu'on doit avoir pour elle-même. D'accord. Et de surcroît, elle génère de la performance. Effet domino. Les neurosciences le montrent, on se réfugie dans son cerveau reptilien quand on est stressé, on est un être augmenté quand on se sent bien. C'est Jacques Lecomte qui nous rappelle que, en revanche, lorsqu'une organisation fait du pinkwashing et s'engage sur un chemin de bonheur au travail sans sincérité et sans caractère systémique, c'est-à-dire sans toucher formation, management, gouvernance, cadre de travail, sans toucher toutes ces choses-là, alors elle péjore sa performance. Donc, ça n'est qu'un engagement véritable, authentique et entier vers le bonheur au travail qui permet de générer plus de performance. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de question de réconciliation. Bien sûr. Mais là, je viens de dire le mot système limbique. Dans Samuel Sinek, c'est ce qu'il dit, le why s'adresse au cerveau limbique. C'est ça. Les questions de process, de how, de what sont la conséquence du cerveau rationnel. Tu disais, une marque doit incarner son positionnement, le transpirer, ressentir. En fait, on a un léger handicap en France, on est un pays cartésien. Et dès lors qu'on parle d'émotion pour les dirigeants, ça ne se mesure pas. Ça ne rapporte pas d'argent, donc ça n'existe pas. Et on a un gros travail, je pense, et ce que tu fais au quotidien, et j'imagine aussi, de sensibilisation et d'expliquer à des décideurs qui ont les clés de la bourse que la question des émotions, du plaisir, du bonheur, etc., ça a un impact in fine. Et effectivement, si on peut tous être moins cartésiens, un peu plus humanistes et basés sur l'émotion, on fera peut-être moins de conneries. Alors, sans généralité, Clara Guémard tout à l'heure et Gonzague nous ont bien montré l'inverse.
puisque eux sont dans cette jolie démarche humaniste, etc. Malène, pour continuer. Non, je pense que c'est surtout ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que tant quand on travaille dans une entreprise, on est en attente des directives de cette entreprise, du sens, etc. Mais il y a aussi un chemin qui est notre chemin, c'est-à-dire individuellement notre propre responsabilité de quelles sont les valeurs que vous portez, que vous cultivez en tant qu'individu. Et de quelle manière vous contribuez à pousser ce développement aussi dans l'entreprise et dans la société aujourd'hui. C'est ne pas uniquement la responsabilité d'une direction, ou si on parle d'un pays, un président, un premier ministre ou un ministre, de porter cette responsabilité de faire, entre guillemets, un meilleur monde, un monde de confiance, un monde avec plus de bienveillance, un monde avec plus d'empathie. Moi, je considère que c'est une responsabilité que je prends vraiment très individuellement et que ce comportement, souvent, et c'est un exemple que je trouve assez intéressant, c'est que je parle souvent de la confiance. Au Danemark, on a le taux de confiance le plus élevé au monde qui est à 80%. En France, on a plutôt 20% de confiance. Oui. Si je pose la question dans la salle, êtes-vous quelqu'un à qui on peut faire confiance? À main levée? Oui. J'imagine que là, on a du 100%. Et donc, cet questionnement à soi-même entre un résultat collectif qui est 20% et un regard sur soi-même où on se dit, mais moi, oui, de 100%, ce décalage et donc cette responsabilité qui est aussi très individuelle à se connaître et à porter des valeurs, à les incarner et pas que le plus haut niveau. Pour aller plus loin dans ce que vous dites là, comment est-ce qu'on peut être acteur chacun de notre bonheur au travail? Il y a la notion d'acteur, comment agir soi-même? Peut-être en se posant frontalement la question, qu'est-ce que je veux de ma vie? En quoi est-ce que ce que je voudrais faire de ma vie rencontre ce que je fais au quotidien? Est-ce que j'ai une corrélation entre ce que je fais et... En fait, ce que je fais au quotidien n'est que l'incarnation théorique de mon why personnel. Oui. Donc je dirais se poser franchement la question de, à la fin de ma vie, quand je vais me retourner, est-ce que je serai fier de ce que j'ai fait ou pas? Chacun, je pense, a un petit why personnel qui lui est propre. On a tous un genius, une part de génie individuel qui nous est propre. On a tous un talent particulier. Et que notre seul devoir dans la vie, c'est de le trouver et de le mettre en œuvre. Et je dirais qu'aujourd'hui, si on ne se pose pas la question de quel est mon talent et est-ce que je le mets en œuvre dans le monde d'une façon ou d'une autre, l'empathie, le social, l'environnement, l'ingénierie, j'en sais rien, le soin aux autres, si on ne le fait pas, alors on passe à côté de sa vie. Et je pense que si on faisait tout cet exercice-là d'introspection qui est dur, déjà, ça irait un peu mieux. Je creuse tous les week-ends, je cherche. Hein. Alors, Alexandre. Peut-être que vous compreniez pourquoi on a une énergie assez haute en parlant de bonheur au travail, c'est qu'on a un chrono ici dont les secondes s'égrènent. Donc en fait, on a un message rouge qui est en train de pulser en permanence. Donc première chose. Dans ce sens, mes yeux surtout. Tu as mes yeux qui te font peur. Ce qui m'amène à dire que être acteur de son bonheur au travail, oui, mais en prenant en compte les deux autres échelons de l'organisation qui est le management et la gouvernance sur la globalité. Bien sûr. Ayant dit cela, puisque à nouveau c'est systémique, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien tout simplement, je ne sais pas, cultiver ces relations humaines. Oui. Le premier facteur d'épanouissement au travail, c'est quand même la qualité des relations humaines que l'on a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eh bien, lorsque on a un conflit avec quelqu'un, chercher des ressources à l'intérieur de l'organisation pour éviter un délitement de cette relation. Une deuxième idée, la célébration, on parle beaucoup de ça, vous êtes tous dans cette salle, nous aussi, en train de courir après l'objectif d'après, faire une pause pour se dire on a atteint un jalon, quel est le suivant? Et non, se dire on a accompli quelque chose de magnifique, on prend un moment pour respirer et on se dit bravo. Et puis peut-être une dernière idée, c'est ne jamais renoncer à être quelque part dans son organisation, dans une entité où on s'interroge sur comment mieux travailler, qu'on appelle ça entreprise libérée, démarche de lean, amélioration continue, peu importe le nom que l'on donne, avoir des temps collectifs auxquels on participe pour se poser la question comment est-ce que moi et mon équipe, on travaille mieux, c'est le premier vecteur pour favoriser le bonheur au travail. On va prendre quand même quelques minutes, sans stress, pour que la salle puisse peut-être vous poser des questions. Thérapie collective, allongez-vous. Déjà, on va les remercier. T'as vu, ça marche. Hein. Alors, vous avez 3 thérapistes du bonheur sur scène. Qui veut les interroger? Qui veut se livrer, poser une question? Bonjour. Caroline de SAP. Je représente la solution SuccessFactors RH de SAP. Moi, j'ai juste une petite question un peu technique à vous poser.
Je considère que de la maternelle au bac et aux études supérieures, justement, ce why, on nous a jamais vraiment aidé à le développer. Et du coup, après des années à justement juste faire les choses et chercher un métier et pas forcément se poser la question du bonheur personnel, c'est quoi la méthodologie pour trouver ça? C'est une question vaste. Allez-y, tous les trois. Malène. Il y a notamment un modèle japonais qui est assez efficace, qu'on peut faire quasiment tout seul, qui s'appelle Ikigai. Ikigai veut dire raison d'être et joie de vivre. Et en fait, c'est un modèle qui regroupe où vous déterminez vos passions, vos compétences, le modèle économique, ce dont vous pouvez, comment vous pouvez vivre de ça, et puis à quoi vous contribuez pour faire un meilleur monde. Et en fait, quand vous listez toutes ces choses-là, logiquement, au milieu de ça, si vous touchez aux 4, vous allez trouver une forme d'ikigai. Parce que, en tant qu'individu, trouver un sens ou une passion, etc., mais si ça n'a pas s'il n'y a pas tous les paramètres, c'est difficile d'en faire une vie. Donc, en fait, ce modèle est assez structurant par rapport à ces questions. Donc, passion, compétences, modèle économique, ce dont on est prêt à vous payer quelque part, et la contribution. Quelle est la contribution au monde, ce dont le monde a besoin? Et donc, essayer de lister par rapport à cet univers. Ça peut être une manière concrète de le faire. En tout cas, c'est un modèle avec lequel je travaille. Nicolas, Alexandre, pour poursuivre la réponse. Le mot passion, tout de suite, moi je saute dessus parce que j'ai passé quelques années à me demander quelle était ma passion. Il y a une espèce d'injonction à trouver sa passion. Do what you love, c'est écrit sur les carnets de WeWork. Si je vous pose la question, quelle est votre passion et qu'est-ce que vous aimez faire? Je fais ça à des étudiants régulièrement. Il y a un grand blanc, généralement. Comme quand je demande à des PDG pourquoi votre boîte existe. Il y a un grand blanc, donc en fait c'est très dur de répondre. Ces 4 cercles sont très vrais, mais chacun mérite en soi de passer 1 heure quasiment sur comment l'implémenter. Moi j'ai une astuce pour identifier des talents personnels, c'est demander en fait autour de soi et d'observer le genius dont je parlais tout à l'heure. Il est à l'œuvre naturellement, comme quand tu respires, comme quand tu es debout, tu t'en rends pas compte. Donc quand il est à l'œuvre, il est dur à remarquer. Donc il faut sortir un peu de ses chaussures et se dire à quel moment je fais quelque chose parfaitement naturellement et les gens vont m'applaudir symboliquement ou pour de vrai. Là, il y a un indice d'un talent à l'œuvre. La deuxième plus dure, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Parce que là, il faut déconstruire le prestige, la pression sociale. Et qu'est-ce que moi, fondamentalement, j'aime faire? Moi, je donne deux tuyaux pour essayer de se poser ces questions. Introspection un peu lyrique. La première, c'est retourner dans l'enfance et se dire quand j'avais des heures de liberté devant moi, sans aucune contrainte. Qu'est-ce que je faisais? Pour moi, c'est là qu'on s'est construit. Moi, perso, je dessinais et j'écrivais des histoires. Aujourd'hui, mon job quotidien consiste à écrire des histoires et dessiner et faire des conférences. Et ça n'a pas changé, c'est ce qui me plaît. Donc j'ai construit petit ce que j'aime faire aujourd'hui. Et si ça ne marche pas, ça, une expérience de pensée qui consiste à demander si demain j'ai 300 millions d'euros sur mon compte, qu'est-ce que je fais? Donc là, les gens répondent toujours pareil, phase d'achat compulsive. J'achète tout ce que j'ai toujours voulu acheter, que je croyais qui me rendrait heureux. Ensuite, une fois que j'ai tout en double, je me rends compte que la vacuité de la possession, je fais en fait, je suis pas plus heureux. Donc ensuite, je me dis, je vais faire une fondation pour sauver les dauphins, les koalas, les oiseaux, les arbres, ce que tu veux. Donc là, tu crées une fondation et ensuite, tu dis, est-ce que je vais passer les 40 prochaines années de ma vie, du lundi au vendredi, à bosser dans cette fondation? La réponse est généralement non. Je mets quelqu'un qui s'en occupe. Et une fois que tu as passé cette étape, je fais, ok, mais qu'est-ce que je fais après avoir fait tout ça? Et en fait, ça me permet de déconstruire la pression sociale, la peur du manque, etc. Et de te dire, en fait, comme quand j'étais petit, que j'avais 0 contrainte, qu'est-ce que j'ai envie de faire si personne ne m'oblige à rien? Et derrière cette expérience de pensée, pour moi, se trouve des réponses. Et après, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas beaucoup de risques de gagner 300 millions. Donc voilà. Ou alors, tu es comme l'Américain d'aujourd'hui, qui vient de l'apprendre aujourd'hui, qui a gagné 1,6 milliard de dollars à la loterie américaine. Comme quoi, ce monde part vraiment en vrille, et pour parler poliment. Alexandre? En fait, moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être distinguer 2 situations. La première, c'est lorsqu'on se réinvente dans son existence hors cadre, c'est-à-dire en quittant son travail. Et ensuite, il y a le cas lorsqu'on est dans une organisation. Et je pense que dans ce deuxième cas, venez nous voir le 30 novembre à ce sujet, on bosse vraiment là-dessus. Je pense qu'il y a une technique qui est de s'interroger sur le pourquoi du pourquoi. Vous savez, comme font les enfants quand ils ont 7 ans, et le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et ce travail-là, on peut l'essayer seul, mais on a quand même besoin d'être en collectif. Je vais prendre un exemple là-dessus. Et je te laisse terminer là-dessus, oui. C'est Jean-François Zobrist chez Favi, vous connaissez beaucoup cette organisation, qui, en faisant s'interroger sur le pourquoi, des mini-équipes, des mini-usines dans le nord de la France, a abouti à la raison d'être qui était « on a envie que Peugeot PSA nous aime ».
Et je trouve que c'est magnifique. Ils ne sont pas en train de faire des pièces détachées, ils ne sont pas en train de satisfaire un client. Le pourquoi, on a envie que notre client nous aime. Bien sûr. Et donc, je vois Géraldine qui lève la main. On a dit le mot amour, tout en parlant d'entreprise et de performance. Merci beaucoup. 3 super intervenants. On va les applaudir. Si inspirants. Merci madame, merci messieurs. Merci beaucoup à tous les 3. Bravo.